Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux courbes paramétrées. L'objectif ici est d'en faire une brève présentation en s'appuyant sur quelques exemples classiques. Dans le cadre des courbes paramétrées, on travaille toujours dans un repère orthonormé du plan que l'on appelle R, et donc qui est le repère OIJ, avec I et J qui sont les vecteurs qui sont ici. Alors parfois, pour alléger le dessin, on ne les dessine pas, mais évidemment, on sait qu'ils sont ici. Et l'enjeu des courbes paramétrées, c'est de travailler avec un point M de t, qui est ici dans le plan, et donc M de t, c'est un point qui dépend d'un certain paramètre t. Alors comme je l'ai écrit ici, t en général appartient à un certain intervalle j, parfois c'est une réunion d'intervalles, et ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart du temps en mécanique, on a affaire à un point mobile M de t, et t n'est rien d'autre que le temps. Et donc c'est un point qui est à différents endroits dans le plan en fonction du temps. Et tout l'enjeu, c'est de découvrir ou de déterminer la trajectoire du point en fonction du temps. Et donc lorsque l'on fait une étude de courbe paramétrée, c'est exactement ça que l'on cherche à faire, c'est-à-dire déterminer une trajectoire de point. Donc concrètement, lorsqu'on a un point M de t comme ça, il est caractérisé dans le plan par son abscisse et son ordonnée, donc évidemment qui dépendent elles aussi du paramètre, donc on a l'abscisse qui est x de t, l'ordonnée qui est y de t, et pour se fixer comme ça un exemple, eh bien on peut imaginer que x de t est donné par cette expression-là en t, et y de t qui est donné par cette expression-là. Et l'intervalle j dont je parlais précédemment, c'est l'intervalle moins 2 racine de 3. Et donc, déterminer la courbe paramétrée qui est définie comme ça là dans cet exemple numéro 1, c'est être capable de décrire la courbe de tous les points m de t qui ont pour coordonnées ce x de t là et ce y de t là. Donc même si c'est pas comme ça qu'on va procéder de façon générale, et c'est comme ça on le verra après dans d'autres vidéos. Mais pour commencer, on va imaginer justement quels sont quelques points qui sont définis à partir de ces deux formules-là, si on peut dire. Autrement dit, on a m de t de coordonnées x de t, y de t, donc on peut très bien prendre certaines valeurs particulières de t pour avoir quelques points particuliers. Donc si on fait ça, on peut commencer par prendre pour t égale moins 2, puisque c'est la borne la plus petite de notre intervalle, et donc pour t égale moins 2, on remplace t par moins 2 dans l'expression de x de t, donc ici on va avoir moins 2 au cube, moins 3 fois moins 2 plus 1, donc ça va nous faire ici moins 8, moins 3 fois moins 2, ça fera donc moins 8 plus 6 plus 1, qui nous fait moins 1. Et on fait la même chose avec y de t, quand t vaut moins 2, on va avoir ici moins 2 le tout à la puissance 4, donc ça nous fait 16, moins 4 fois le carré de moins 2, donc il fait 4, donc ça fait 16 moins 4 fois 4, donc ça fait 16 moins 16, 0, plus 3, donc il reste plus 3. Donc pour t égale moins 2, on va avoir le point m de t, donc en fait le point m de moins 2, qui va avoir pour coordonnées moins 1, 3. Et donc ça, on est capable de le placer, le point d'abscisse moins 1, 3. Et donc c'est le point m de moins 2. Si on fait pareil avec d'autres valeurs de t, donc par exemple t égale moins 1, donc on remplace encore t par moins 1 dans l'expression de x de t, on trouve en fait 3, pareil pour y de t, et on trouve 0. Donc le point m de t avec t égale moins 1, il a pour coordonnées cartésiennes 3, 0, donc ça nous donne ce point ici. Et donc c'est m de moins 1. Pareil pour t égale 0, on trouve 1 pour x et 3 pour y, donc ça nous fait le point qui est ici. On continue par exemple avec t égale 1, donc on a le point de coordonnées moins 1, 0, ce qui nous donne ce point-ci, donc qui est m de 1. Et enfin, la borne du bout là, de l'intervalle, racine de 3, ça nous donne, quand on fait des calculs, ça fait le point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire celui-ci. Donc évidemment, ici ça nous donne 5 points, alors que évidemment comme t est dans moins 2 racine de 3, t prend une infinité de valeurs, donc en fait il y a une infinité de points, et donc justement on va avoir une courbe formée d'une infinité de points. Donc ici on n'a que 5 points, donc c'est quand même pas énorme pour être capable de donner
la courbe obtenue à l'arrivée, ou si on préfère, la trajectoire obtenue pour les points m de t. Mais mine de rien, ça veut quand même dire qu'on sait que le point de départ, ça va être le point m de moins 2, que la courbe va aller vers m de moins 1, mais on ne sait pas si ça va aller directement comme ça, quasiment comme une droite, ou si ça va monter par ici, ou si ça peut redescendre, ou peut-être même ça pourrait faire une boucle et revenir ici, on n'a aucune idée. Et après, ça va aller vers m de 0, puis vers m de 1, puis vers m de racine de 3. Mais évidemment, comme ça, c'est pas parce qu'on a 5 points là qu'on connaît la courbe. C'est comme pour les études de fonctions en une variable, hein, quand on a y égale f de x, on peut très bien placer 2-3 points, mais c'est pas avec 2-3 points qu'on connaît exactement la courbe représentative de la fonction. Et donc, pour avoir justement, pour une fonction d'une variable, une idée plus précise de la courbe, il faut bien faire une étude de fonction avec des dérivés, etc. Donc ici, c'est exactement pareil. Lorsque l'on veut étudier une courbe paramétrée, ce que l'on connaît, c'est x de t, y de t, et il faudra étudier ces fonctions-là pour avoir une idée plus précise de la courbe. Et donc, il suffira pas juste d'avoir quelques points pour avoir l'ensemble de la courbe. Donc ici, pour ce cas précis, on va utiliser un petit logiciel qui va tracer la courbe, et au lieu de prendre des valeurs de t comme ça à peu près au hasard, on va partir de t égale moins 2, et on va faire varier t de 0,01. Et donc pour chaque valeur, donc on va partir de moins 2, après ça va prendre t égale moins 2 plus 0,01, et puis etc., et ça va tracer un point à chaque fois. Et on va regarder comment évolue la courbe, et on va continuer à regarder aussi comment varie x de t et y de t en voyant progresser les différents points m de t. Donc c'est parti pour la petite animation. Et donc ce qu'il faut surtout peut-être aller regarder, c'est qu'on voit sur ce dessin comment x de t et y de t varient. Et en fait on se rend compte que x de t il fait quoi ? Il va soit vers la droite soit vers la gauche. Donc on voit en fait ici le x de t quand est-ce qu'il est croissant, quand il va vers la droite. Et là maintenant par exemple ici il arrête d'être croissant et on voit qu'il va repartir vers la gauche, le x de t, et donc on voit que il va être décroissant. Et c'est comme ça qu'évolue la courbe. Et pareil en y de t. On voit quand il monte que c'est y qui est croissant, donc ça augmente comme ça parce que là y est croissant et on voit les points qui montent. Et maintenant là on voit que y va atteindre comme son maximum, et on voit maintenant que le y commence à descendre. Donc c'est-à-dire que y devient décroissant. Et donc si on combine ces deux informations, en fonction de est-ce que x va vers la droite ou vers la gauche, ou y va vers le haut ou va vers le bas, ça nous donne exactement vers où vont les points de la courbe. Et donc on sait si les points vont vers le bas, enfin à droite vers le bas, ou à droite vers le haut, ou etc., etc. Et donc c'est quand même ça qui est le plus essentiel pour comprendre comment bougent les différents points. Et donc là, on voit comment, finalement, la courbe a été construite, et comment on a vu qu'on était parti de m de moins 2 pour arriver à m de moins 1, et donc on voit qu'on est passé comme ça ici. Après de m de moins 1, on est arrivé à m de 0, puis par m de 1, et ici m de racine de 3. Il se trouve que c'est un peu particulier, entre m de moins 2 et m de moins 1, on se rend compte qu'on est passé déjà par m de racine de 3, mais c'est parce qu'ici on a ce qu'on appelle un point double, c'est-à-dire que la courbe est passée 2 fois au même endroit. Elle passe ici dans un premier temps, et elle repasse dans un deuxième temps en même point. Et en fait, si on y regarde d'un peu plus près, en fait, ici, c'est aussi le point m de moins racine de 3. Et donc c'est pour ça que la première partie, quand ça passe là, on passe pas vraiment par m de racine de 3 si on veut, mais par m de t, enfin m de t avec t qui vaut moins racine de 3. Donc voilà, l'idée maintenant, comme je disais, c'est que ce qui compte beaucoup, c'est de savoir si le x va vers la droite ou vers la gauche, et si le y monte ou descend. Et donc ça, c'est vraiment savoir si x est croissant ou décroissant, et si y est croissant ou décroissant. Et c'est ça qui rejoint l'idée évoquée tout à l'heure, c'est que pour avoir une idée de la courbe, il faut absolument savoir si x et y sont croissants ou décroissants, etc. Et donc ça voudra dire que dans une étude de courbe paramétrée, il faudra étudier les deux fonctions x et y, faire des calculs de dérivés, et établir leur tableau de variation pour savoir
quand est-ce qu'elles sont croissantes, quand est-ce qu'elles sont décroissantes. Donc voilà à peu près un premier aperçu de ce qu'il y a derrière les courbes paramétrées. Alors maintenant, on va terminer la vidéo par quelques exemples pour illustrer la variété des courbes paramétrées que l'on peut être amené à croiser. On commence par cet exemple, dans lequel x de t et y de t sont des fractions rationnelles, c'est-à-dire des quotients de polynômes, et dans ce cas-là, la courbe obtenue est la suivante. On peut considérer un autre exemple. Ici, x de t et y de t sont définis à l'aide des fonctions cosinus et sinus, et on obtient comme courbe celle-ci. Donc j'attire votre attention sur le fait que a priori t est dans R, mais en fait si on avait pris t dans l'intervalle 0π, on aurait obtenu exactement la même courbe. Alors on verra plus tard dans d'autres vidéos pourquoi en fait avec un intervalle plus petit, on obtient la même courbe. Mais mon objectif aujourd'hui n'est pas de rentrer dans le détail de cette histoire-là. Alors, un autre exemple maintenant, il s'agit vraiment d'un grand classique, où x et y sont définis de la façon suivante, où grand R, ici, est un réel strictement positif. Donc, dans cette situation-là, on a vraiment une situation qui intervient dans la vie réelle, en quelque sorte, puisque, en gros, quand on considère un cycliste, et qu'on fait l'hypothèse que le vélo donc roule sans glisser sur une route rectiligne, eh bien si on imagine que le vélo roule sur un chewing-gum, ici représenté par le point M en rouge, eh bien lorsque l'on va donc avoir le chewing-gum qui va rester collé au pneu, eh bien la trajectoire suivie par le chewing-gum suit une courbe qui s'appelle en fait une cycloïde. Donc si on regarde un petit peu sur une animation ce que ça peut donner, eh bien ça va nous donner donc une courbe comme ça. Donc ici évidemment c'est pour des valeurs de t assez proches les unes des autres, donc c'est pour ça qu'il y a quelques trous dans le tracé. Et en fait si vraiment t prenait des valeurs continues, on aurait une courbe qui est justement continue et qui serait celle-ci. Et donc ça c'est une cycloïde, et c'est vraiment un grand classique. Et donc d'ailleurs, pour tous les amis de la mécanique qui s'y connaissent un petit peu, ils pourraient très bien mettre en équation justement ce problème-là et vérifier que que l'abscisse et l'ordonnée du chewing-gum, si on peut dire, eh ben elles sont vraiment données par ces formules-là. Donc dans un autre style, et c'est une légère variante de la cycloïde, eh bien, on peut mettre à la place du R ici, qui est devant le sinus t et le cosinus t, on peut remplacer en fait R par d'autres valeurs, et on va avoir des courbes qui sont pas exactement des cycloïdes, mais qui y ressemblent. Alors, on va détailler ça maintenant. Donc, à la place de R devant sinus t et cos t, on peut par exemple mettre 2R sur 3. Eh bien, on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure avec le cycliste, et dans ce cas-là, en fait, si on met 2R sur 3 ici, ça revient à considérer un point qui se trouve à la distance du centre du cercle ici, il est à distance 2/3 du rayon, quoi, en fait, si on veut. Donc il est là, il y a, si on veut, il y a 2/3 du centre jusqu'au point, et du point jusqu'à l'extérieur du cercle, il y a 1/3, quoi. Donc 1/3 du rayon total. Et donc, si on regarde maintenant la trajectoire du point orange, eh bien on va avoir une autre courbe paramétrée. Alors s'il y a besoin plutôt que de penser chewing-gum, là on peut penser, c'est ce que j'avais écrit ici, que c'est un réflecteur, c'est-à-dire un voyant lumineux qui est sur le rayon de la roue. Et donc lorsque on regarde le mouvement, enfin plutôt la trajectoire de ce voyant lumineux là qui est utile pour rendre le vélo visible sur un trajet de nuit par exemple, eh bien on a une courbe qui n'est pas une cycloïde, et en fait ça s'appelle une trochoïde. Donc là, finalement, la courbe que l'on obtient, c'est celle-ci. Alors, quand on parle de trochoïde, c'est toute une famille de courbes, c'est-à-dire qu'en fait, une cycloïde, c'est un cas particulier de trochoïde. Là, quand j'ai mis 2R sur 3 ici, ça nous fait une trochoïde en particulier.
mais on pourrait très bien remplacer 2R sur 3 par 3R sur 4, ou 2R sur 5, et ça ferait juste déplacer le voyant lumineux là qu'il y a sur le rayon de la roue, ça le déplacerait plus ou moins loin, si on veut, du centre du cercle. Et donc, ça nous donne des situations légèrement différentes, donc des courbes légèrement différentes, mais toutes ces courbes-là s'appellent des trochoïdes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Google est votre ami, vous faites une recherche sur trochoïdes et vous verrez d'autres situations possibles. Et voilà pour cette petite introduction aux courbes paramétrées. Je vous invite maintenant à suivre la prochaine vidéo qui met en avant un lien entre courbes paramétrées et engrenages. Lien susceptible d'intéresser tout particulièrement les étudiants en GMP.